Donc nous sommes au dernier chapitre de ce cours. Je vais vous présenter le concept One Health en santé publique. Donc le concept One Health, il est basé sur l'interconnexion du vivant, donc sur l'interconnexion entre santé humaine, santé animale et état des écosystèmes. Alors, One Health, c'est un concept, mais c'est aussi une stratégie en santé publique. Donc préserver la santé animale et les écosystèmes pour protéger la santé humaine. Donc c'est aussi un objectif, c'est une santé pour tous. Tous au centre, au sens humain, animaux et écosystèmes. Alors, je vous le présente parce que ce concept One Health domine actuellement la communication et la stratégie des organisations nationales et internationales de santé publique. Donc on retrouve le concept One Health par exemple à Sciences Anno, qui est l'Institut national de santé publique de Belgique. On va le retrouver à l'ANSEE, donc l'Agence nationale française de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et on va également le retrouver au CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. On le retrouve à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, et également la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est vraiment un concept qui s'est profondément imposé partout. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est imposé? Notamment parce que c'est le cadre conceptuel qui permet de comprendre l'émergence des épidémies et donc de les anticiper, voire de les prévenir. Alors un petit historique du concept One Health. Donc au départ, c'est le concept One Medicine qui a émergé et qui préfigurait ce concept One Health. Donc One Medicine, c'est un terme qui a été popularisé par Calvin Schwab dans un ouvrage publié en 1984, Médecine vétérinaire et santé humaine. Donc il est considéré comme un des pères de l'épidémiologie moderne. Et donc dans cet ouvrage, il soulignait déjà l'interconnexion entre santé humaine et animale, basée évidemment sur la constatation que plus de la moitié des maladies infectieuses humaines sont transmises par l'animal. Et donc que le contrôle de l'infection chez les animaux permettait d'avoir un impact positif évidemment sur l'animal, positif au niveau de l'économie, mais également positif en santé humaine. Alors, la deuxième étape vers One Health, c'était la publication des 12 principes de Manhattan à New York en 2004. Donc ces 12 principes, c'est en fait la reconnaissance des liens entre santé humaine, animale et l'environnement. Ces 12 principes ont insisté sur le fait que la médecine humaine seule, la médecine animale seule, l'écologie seule ou les sciences humaines seules ne pouvaient rien et qu'il fallait absolument avoir en fait une complémentarité de ces différentes expertises pour arriver à comprendre les phénomènes en nature et arriver à agir sur ces phénomènes. Donc ça a mené à la naissance de l'éco-épidémiologie, donc des concepts que je vous ai présentés au chapitre précédent. Ça a souligné aussi l'importance des sciences humaines, auxquelles on ne pense pas souvent en épidémiologie, mais la plupart en fait des mesures qui sont prises pour contrôler des agents infectieux en nature, donc dans les sociétés humaines, nécessite une acceptation par la population des politiques sanitaires. Donc ça demande d'étudier l'impact notamment des facteurs culturels, socio-économiques, sur l'acceptation des politiques sanitaires. Et enfin, le concept One Health a été officiellement proclamé en 2008 à Sharm el-Sheikh, lors d'une conférence sur les infections de grippe aviaire. Et donc, dans un contexte d'analyse de la manière dont ces grippes émergent, se transmettent à l'humain et disséminent, on a vraiment pris conscience de l'importance de l'interconnexion entre santé humaine, santé animale et environnement. One Health, c'est pas la seule approche globale, holistique de la santé. Vous avez également EcoHealth, Planetary Health. Donc il y a toute une série de comparaisons entre ces concepts. Globalement, tous ces concepts reposent sur les mêmes observations scientifiques. Il y a simplement, je dirais,
des tendances un petit peu plus fortes à prendre en compte la biodiversité dans l'approche EcoHealth et à se préoccuper de l'organisation socio-économique dans Planetary Health. Donc Planetary Health focus un peu plus par exemple sur les aspects d'économie soutenable, la manière d'organiser l'économie pour éviter justement l'émergence, la dissémination des agents pathogènes. Alors que One Health, pour des raisons historiques, l'émergence du concept One Medicine est encore un peu restreinte, je dirais, à l'étude des relations entre animal et humain, et a un peu moins intégré la notion de l'impact des écosystèmes. Mais à terme, globalement, il y aura vraisemblablement une convergence de l'ensemble de ces politiques, et le One Health qui domine les politiques de santé publique s'alignera sur EcoHealth et Planetary Health. Alors, juste quelques mots sur les implications en santé publique et gouvernance du concept One Health. Donc, classiquement, face à un agent infectieux, on a une médecine qui est réactive. Donc, on fait des dépistages qui mènent à des quarantaines, on essaie de développer des traitements, des stratégies de vaccination. L'impact sur cette stratégie de One Health, c'est que One Health incite au développement d'une médecine qui n'est plus uniquement réactive, mais qui est aussi préventive. Donc l'idée, c'est de s'intéresser aux conditions favorisant l'émergence et la dissémination des agents pathogènes. Et donc, de compléter une médecine réactive par une médecine qui est anticipative. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, et ça place la médecine dans une position très différente de la médecine traditionnelle. Parce qu'on arrive à une médecine qui, en fait, pour être efficace, devrait influer sur l'organisation socio-économique des sociétés. Et donc notamment sur l'usage des sols, les conditions d'élevage, le transport international, le commerce d'animaux sauvages. Donc le cadre conceptuel One Health suggère fortement que l'amélioration de la santé publique passe par une prévention des menaces, et notamment par une régulation de l'usage des sols, du commerce international, et ainsi de suite. Alors, cette interconnexion entre santé animale, santé humaine, environnement, elle implique notamment une réorganisation de la gouvernance. Donc actuellement, dans la plupart des gouvernements, on a une division en ministères. Vous avez un ministère pour l'environnement, un pour l'économie, un pour l'agriculture, un pour la santé. Cette division-là, en fait, elle est largement obsolète. Parce que comme vous l'avez vu, tout est interconnecté. Actuellement, avec des directions différentes dans chaque ministère, on a souvent des ministères qui sont quasiment en compétition et qui ont parfois des activités où les politiques se contrecarrent les unes les autres. Alors qu'en fait, on devrait lier ces politiques si on voulait, je dirais, respecter l'interconnexion du vivant qui maintenant est bien établie. Donc c'est ce que disent les 12 principes de Manhattan, notamment le point 5, concevoir des approches adaptatives, holistiques et tournées vers l'avenir pour la prévention, la surveillance, le suivi, le contrôle et l'atténuation des maladies émergentes et réapparues, qui tiennent pleinement compte des interconnexions complexes entre les espèces. Alors les menaces globales, pandémie, réchauffement climatique, pollution atmosphérique et plastique, ne sont détectables et gérables que via une approche scientifique. Donc si on prend par exemple les épidémies, le bon sens commun qu'on peut retrouver chez les décideurs politiques et chez les citoyens lambda ne permet absolument pas d'analyser les données épidémiologiques. Et c'est valable également pour les données climatiques. Il faut à l'heure actuelle passer par des modèles mathématiques complexes pour interpréter ces données. Donc, le problème, c'est qu'on arrive de plus en plus, avec les menaces globales, à avoir des menaces qui ne sont perceptibles que si on utilise la science. Et au final, il n'y a quasiment que les scientifiques qui peuvent arriver à percevoir ces menaces et à les quantifier. Et donc, ça pose la question de la place de la science dans la gouvernance de nos sociétés. Pour faire face aux menaces globales, on doit donner beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets, aux scientifiques, ou en tout cas aux gens qui se basent sur des données scientifiques pour établir des stratégies de gouvernance. Et ça, si vous avez suivi un minimum l'actualité pendant la pandémie de SARS-CoV-2, vous voyez que ça cause beaucoup de problèmes.
beaucoup de politiques répugnent à devoir prendre en considération les avis des experts, ou tentent d'instrumentaliser ces avis. Alors, la lutte contre les menaces globales, ça nécessite aussi une réponse globale, c'est-à-dire une coopération internationale. Donc ça implique qu'il y ait une même vision des priorités entre les différents États. Donc par exemple, pour le SARS-CoV-2, en Europe, au début de pandémie, on a vu des États qui privilégiaient l'économie, et donc qui ne voulaient pas faire de confinement, et d'autres États qui privilégiaient la santé publique et qui faisaient des confinements stricts. Ces pays n'étaient séparés que par des frontières, frontières qui évidemment n'arrêtent plus personne de nos jours en Europe. Donc, des politiques qui ne sont pas coordonnées au niveau minimum continental, ça n'a pas de sens pour faire face à une pandémie. Donc, pour lutter contre les menaces globales, il faut une coordination internationale, et donc ça pose la question d'une définition consensuelle minimale du bien commun, afin de déterminer les priorités d'une réponse en santé publique. Donc ça, c'est une évolution qui doit absolument avoir lieu dans les années à venir, c'est qu'on aille vers plus de concertation internationale, et donc la définition d'un consensus minimum sur le bien commun, pour arriver à ça, est indispensable. Donc je cite ici un article du Lancet en 2015. Les systèmes actuels de gouvernance et d'organisation des connaissances humaines sont insuffisants pour faire face aux menaces à la santé planétaire. Donc il faut absolument apprendre à penser et à gouverner autrement. Là, c'est la principale conclusion qu'on peut faire sur base du concept de l'interconnexion du vivant. Je vous remercie pour votre attention.